Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, lancement officiel des travaux du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie dans la matinée de ce jeudi 6 décembre 2018. C'était en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé. Célébration de la journée nationale de lutte contre la corruption. L'autorité nationale de lutte contre la corruption a annoncé les couleurs face aux médias ce mercredi 5 décembre 2018. Et puis, la chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Lors du congrès des conservateurs de la CDU, elle votera pour son successeur à la tête du parti qui sera peut-être également le prochain chef du gouvernement allemand. Merci de choisir Eden Télévision pour vous informer. Sur invitation du chef de l'État, Patrice Talon, Kersti Kaljulaïd, présidente de la République d'Estonie, a effectué du 4 au 6 décembre 2018 une visite officielle au Bénin. La présidente de l'Estonie a été reçue dans la matinée de ce mercredi au palais de la Marina par le président Patrice Talon. Les deux parties ont convenu de dynamiser leur coopération bilatérale à travers les domaines technologiques, scientifiques et culturels, de promouvoir des échanges économiques et commerciaux, de favoriser l'exportation des sociétés estoniennes au Bénin grâce à l'amélioration du climat des affaires et de conclure un partenariat d'expertise pour la réalisation de projets numériques identifiés dans le but d'offrir aux citoyens des services publics plus efficaces, coopératifs, sécurisés et transparents. Des projets qui ont été au cœur d'une conférence de presse tenue au Palais de la République. On écoute les deux personnalités au micro de Horacia Georgi. En fait, cette fois déjà, on a une entreprise nommée Kybernetica qui va signer un contrat ici. Il y a deux autres qui n'attendent qu'un accord de votre ministère des Finances pour signer le contrat de coopération dans votre pays, de développer le numérique aussi. Mais ce n'est pas seulement le numérique entreprise, même si c'est assez important. En fait, on est là dans la région aussi, dans MINUSMA, par exemple. Vous êtes dans MINUSMA de l'ONU, l'Estonie est dans MINUSMA. Maintenant, on est aussi avec les Français dans l'opération Barkhane en Mali. Donc, notre présence ici peut démontrer peut-être la responsabilité de tous les membres de nos organisations multilatérales. Je ne parle pas seulement de l'ONU, mais aussi de l'UE. Là, dans ces régions, on représente toujours une présence de l'UE. Quand je viens ici, l'ambassadeur de l'UE, parce que l'Estonie n'a pas beaucoup de sa représentation diplomatique dans tout le monde. Donc, on travaille avec notre partenaire. Comme vous travaillez avec les pays des régions, vous avez une agence commune, un espace économique plutôt commun dans ces régions. Et on l'a en Europe. Donc, nous sommes des pays qui ne sont pas si grands, mais nous représentons un espace bien plus grand dans ce monde globalisé que c'était peut-être il y a 20 ans ou 30 ans. Au Bénin, nous avons dit que le développement rapide passe forcément par la dématérialisation. L'efficacité de l'administration passe par là. L'efficacité, la sécurité des échanges passe par là. Les services en ligne sont les plus efficaces, tout le monde le sait, plus rapides. On ne peut pas avoir une telle ambition et ne pas se donner les moyens d'y parvenir. Alors nous avons regardé, nous avons dit quels sont les pays à taille convenable, capable de répondre à nos besoins d'expertise de coopération. Et c'est ainsi que nous avons vu que l'Estonie nous offrait cette opportunité. Et le Bénin a un grand intérêt à développer avec l'Estonie une coopération active, dynamique, susceptible de nous profiter sérieusement. Nous avons trouvé auprès de l'autorité estonienne cette disponibilité à nous accompagner, de sorte qu'en moins de 2 ans, nos pays ont échangé beaucoup de missions. Le sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Estonie est venu ici moins d'1 an après ma visite en Estonie, c'est-à-dire en avril 2017, avec une forte délégation pour apprécier l'environnement local et voir qu'est-ce que l'Estonie peut nous apporter dans le domaine de la gouvernance numérique.
Nous avons envoyé des missions là-bas entre-temps. Le patron de l'Académie de la gouvernance numérique est venu ici au Bénin. Et tout récemment, le ministre de l'économie numérique du Bénin est allé en Estonie. Donc, il y a déjà une coopération assez dynamique qui est en place. Et les accords que nous signons ces jours-ci consacrent bien cette dynamique à notre satisfaction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue de la Santé, je vous le disais à l'entame de cette édition, ont procédé au lancement officiel des travaux du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie dans la matinée de ce jeudi 6 décembre 2018. Cette rencontre scientifique qui va se tenir jusqu'au 7 décembre a connu la participation de plusieurs universitaires et acteurs de la santé venus de plusieurs pays de l'Afrique. Reportage. 250 chercheurs, scientifiques et acteurs de la santé venus de différents pays de l'Afrique participent aux travaux du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie. Ces travaux se tiennent du 5 au 7 décembre 2018 au Bénin. Un rendez-vous scientifique qui permettra aux acteurs, d'une part, d'aborder des thématiques comme l'épidémiologie, le diagnostic et traitement des mycoses, et d'autre part, d'approfondir des réflexions sur les défis et perspectives des parasitoses. Tout en souhaitant la bienvenue aux participants, la présidente de la Société africaine de parasitologie, Dorothée Akoko-Kinde-Gaza, et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent la Société africaine de parasitologie comme un puissant outil scientifique pour la promotion de la recherche. La recherche contribue à mieux connaître l'état de santé de la population et à identifier les facteurs de risque qui accroissent la vulnérabilité de groupes humains à différentes maladies afin de les prévenir. Elle vise une meilleure compréhension des déterminants de la santé, déterminants génétiques, environnementaux, sociaux, comportementaux liés au système de santé. L'Organisation mondiale de la santé encourage le développement et l'utilisation rapide d'outils innovants pour la lutte et la prise en charge, diagnostic, traitement, outils et stratégies pour des interventions de santé publique, ce qui est en cohérence avec les objectifs de vos assises que sont encourager les recherches fondamentales et appliquées en parasitologie, promouvoir l'application des résultats des recherches en parasitologie au développement économique et social. Pour le ministre de la Santé, la recherche scientifique est un pilier pour le développement du secteur de la santé. La place que doit occuper la recherche dans nos pays et nos systèmes sanitaires n'est plus à démontrer. Et elle contribue de fait à mieux connaître l'état de santé de la population et à identifier les facteurs de risque qui accroissent la vulnérabilité des groupes humains à différentes maladies afin de les prévenir. La recherche est un des piliers fondamentaux du système de santé. Et le mariage entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la santé se concrétise à travers l'organisation de pareilles rencontres scientifiques. Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et représentante du gouvernement, confirme que les travaux du dit congrès adhèrent aux objectifs du 3e pilier du programme d'action du gouvernement. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement et le président Patrice Talon sont conscients du rôle de la recherche dans tous les domaines de la vie et notamment dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle mon sous-secteur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'attelle à mettre en place le cadre institutionnel de la recherche, à savoir l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Rappelons que la République du Bénin est membre fondateur de la Société africaine de parasitologie à travers la Société béninoise de parasitologie, mycologie. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a organisé ce mercredi 5 décembre 2018 une conférence de presse au siège de l'institution à Cotonou. Objectif, présenter aux hommes des médias les différentes activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la corruption le lundi 10 décembre prochain. Plus de précisions avec Samson Oké et Romaric Devochi.
Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin. C'est le thème sur lequel portera la 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption célébrée chaque 8 décembre. Et c'est pour annoncer les couleurs de cette célébration édition 2018 que l'Autorité nationale de la lutte contre la corruption a convié les hommes des médias à une conférence de presse ce mercredi 5 décembre 2018 au siège de l'institution à Cotonou. Selon les tests, c'est le lundi 10 décembre que nous allons coupler et la journée nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la journée internationale de lutte contre la corruption du Bénin. Il y aura le lundi prochain, 10 décembre, 2 communications sur les activités de la journée. Les communications auront pour thème les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives de jeunes en matière de lutte contre la corruption au Bénin. La deuxième communication aura pour thème les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes dans certains pays du continent africain. Celui qui animera également cette conférence n'est pas moins jeune et vous aurez l'occasion de le constater lundi prochain. Puis après, la parole sera donnée à toute l'assistance. La corruption, un phénomène dont les effets touchent toutes les couches socio-professionnelles, notamment la jeunesse, avec pour conséquence l'accès limité aux opportunités politiques, économiques et sociales, aux services publics et le chômage. C'est pourquoi l'objectif global de cette célébration édition 2018, selon Jean-Baptiste Elias, est d'engager durablement les jeunes dans la lutte contre la corruption pour un recul définitif de ce fléau au Bénin. Cette année, la jeunesse est impliquée dans l'organisation de cette journée. Pour vous qui serez là, j'espère que vous y serez, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vont s'engager aux côtés de leurs aînés à lutter efficacement contre la corruption, que ce soit au niveau des universités, publiques et privées, au niveau de la société civile, au niveau de tous les compartiments où la jeunesse travaille. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire co-parrainer, de faire co-présider les cérémonies de cette année par le ministre en charge de la jeunesse, avec nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant dans cette lutte. La Journée nationale de la lutte contre la corruption a été instituée au Bénin par le décret numéro 2006-773 du 31 décembre 2006 et se célèbre tous les 8 décembre. Le 8 décembre de cette année 2018 n'étant pas une journée ouvrable, les manifestations officielles de cette 13e édition ont été reportées au lundi 10 décembre 2018 à Cotonou. Environnement, la communauté internationale a célébré ce mercredi 5 décembre la journée mondiale des sols. Au Bénin, l'événement a été célébré au campus d'Abomey-Calavi, à l'amphi Idriss Déby, au cours d'un atelier scientifique sur les sols au Bénin. Cette rencontre de 2 jours a réuni des enseignants-chercheurs, les membres du comité national de lutte contre la désertification et les partenaires techniques et financiers. Corneille Haïtien et Denis Maroya pour les détails. Des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi célèbre la 6e édition de la Journée mondiale des sols. Un événement qui a réuni des experts, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des membres du comité national de lutte contre la désertification, les partenaires techniques et financiers, notamment le projet ProSol, projet de protection et de réhabilitation des sols de la coopération allemande. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants auront à faire des échanges d'expériences sur les résultats des recherches en matière de dégradation et de protection des sols. Eleonore Yadekan-Yayi, vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Les chercheurs doivent mettre à la disposition du public leurs inventions ou technologies visant à protéger les terres non dégradées et à réhabiliter celles qui sont
dégradés. Ces inventions ou technologies devront donc permettre, dans un premier temps, aux sachants de développement agricole de former et de sensibiliser les agriculteurs sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Pour Mélanie Didier, responsable de ProSol, projet de réhabilitation de protection des sols de la coopération allemande, la Journée mondiale des sols est une occasion pour faire des sensibilisations sur l'importance des sols pour la sécurité alimentaire et pour les fonctions essentielles des écosystèmes. Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel, dont la plupart des aliments de la planète dépendent. De même, le sol offre à l'homme son espace vital ainsi que les services écosystémiques essentiels. Important pour la régulation et l'approvisionnement de l'eau, la régulation du climat, la conservation de la biodiversité et la fixation du carbone. Félix Aladassi, enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, président du comité d'organisation, reprécise quant à lui les objectifs poursuivis à travers le choix du thème de la journée mondiale des sols 2018, pollution des sols, soyez la solution. La campagne Soyez la solution à la pollution des sols pour la journée mondiale des sols 2018 vise à sensibiliser les hommes et femmes et à les appeler à stopper la pollution du sol. Ce phénomène est un danger caché qui se cache sous nos pieds. Un tiers de nos sols sont déjà dégradés au niveau mondial. Au Bénin, près de 91% des terres agricoles sont dégradées selon une étude faite à l'INRAB en 2016. Cette grande rencontre sur les sols est organisée en 4 ateliers avec 67 communications qui portent tous sur la gestion durable des terres. Les travaux prennent fin vendredi 7 décembre 2018. Le monde syndical béninois pleure la disparition d'un de ses vaillants combattants. Vous le savez, il s'agit de l'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Son décès est survenu dans la nuit du 30 novembre 2018. Que retenir de l'homme et de son parcours, suivant quelques témoignages de certains camarades de lutte de l'illustre disparu. Quand le syndicat se créait, la Confédération se créait en 1982, il était déjà dans le combat. Je rappelle aussi qu'il était secrétaire général du SINAPES, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire, parce que lui-même est professeur de physique-chimie. Et un certain nombre d'acquis. Je prends pêle-mêle le droit de grève. Azoa a beaucoup lutté. Vous entendez parler aussi de la loi, d'une loi qui avait été initiée, la loi sur l'avancement au mérite, que le gouvernement de Kérékou voulait instituer dans le temps pour se donner le droit donc de frapper les opposants politiques, les responsables syndicaux qu'on n'arrive pas à réduire, et même qui pouvaient permettre aux responsables de l'administration de pouvoir gratifier leurs amis religieux et sanctionner d'autres. Nous avons combattu cela sous la direction de Gaston Azoa. Il a participé d'abord à la réévaluation du point indiciaire, à la lutte pour la réévaluation du point indiciaire qui permettait d'augmenter le salaire, à la lutte pour l'augmentation du SMIC et à la lutte pour la conquête des libertés de façon générale. La meilleure manière pour les travailleurs béninois, pour la jeunesse, de l'honorer, de lui rendre hommage, c'est de s'engager à poursuivre résolument la lutte. Je dirais que Gaston Kassagoyazoua est un véritable syndicaliste. C'est un baobab syndical.
Je ne le dis pas, je le précise toujours, je ne le dis pas parce qu'il est mort. Je ne fais pas un témoignage à titre posthume, non. Mais je le dis parce que j'ai vécu ça. Donc, je ne fais pas hommage à quelqu'un qui est mort parce que, non, pour faire plaisir à un cadavre, non. Je dis, j'ai vécu avec Gaston Azoua. J'ai vécu avec Gaston Azoua, même en dehors de sa structure partisane. Alors, non, il est parti. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui a repris. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il l'accueille dans son royaume céleste. Il est normal que les travailleurs prennent exemple sur son combat, parce que c'est un homme téméraire, courageux, très téméraire, très courageux. Et cela a permis d'avoir beaucoup de résultats positifs dans la vie des travailleurs. Actualité en dehors du Bénin, pendant des siècles, les tribus des Hautes-Terres, dans le cœur longtemps demeuré impénétrable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se sont combattues avec des armes traditionnelles comme l'arc, la lance ou la hache. Mais l'arrivée récente et massive d'armes de guerre a changé la donne, menaçant de transformer la moindre querelle en boucherie. Reportage. L'heure est au deuil pour cette tribu des Hautes-Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël Laki se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir. La chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Il y a un mois, la chancelière annonçait qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni à un 5e mandat à la chancellerie, première étape de la fin de sa carrière politique d'une exceptionnelle longévité. Lors du congrès des conservateurs de la CDU, elle votera donc pour son successeur à la tête du parti qui sera peut-être également le prochain chef du gouvernement allemand. Reportage. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes. Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après d'énormes manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires. En 2022,
En 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire. Mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, la tenace Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique. Donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée aussi longtemps au pouvoir que son mentor Helmut Kohl. Lors de ses débuts en politique, l'imposant chancelier la surnommait la gamine. Elle l'a ensuite remplacée à la tête du Parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci pour l'attention. À demain.